généralement en groupe, en bloc. Donc ça peut énormément compter. Ça peut compter aussi parce que à- tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, c'est un couple qu'on a connu au sein du FPI. Simone est membre fondatrice. Non, Simone est créatrice du FPI. Ça, c'est un élément fondamental. Simone est créatrice. Ils étaient tous enseignants à l'université à ce moment. Simone et Laurent ne vivaient pas en couple. Simone était en couple avec Zadi Zarou et Babo, lui, était marié à une Française. Et Simone, elle est la plus structurée parce qu'elle a fait un mouvement catholique qu'on appelle la GEC, qui est un mouvement où on apprend à organiser. Donc, elle avait en face des gens qui partageaient une opinion de gauche. Donc, elle a demandé qu'ils transforment ça en parti politique. Et comme on n'avait pas idée de donner un nom parce que les étaient de gauche, des communistes et tout, elle a dit, bon, faisons un front, combattons pour le multipartisme. Quand on va y arriver, alors chacun créera sa formation politique. Et c'est elle qui a structuré cela. C'est qui a structuré. C'est pour ça qu'elle a commencé à jouer un rôle important. Et Laurent, probablement, ayant vu qu'elle était la leader, a préféré la récupérer. Alors, monsieur Bledson, oui. Monsieur Bledson, il y a un grand écart entre le sentiment d'incompréhension qu'on peut avoir face à ce que Simone traverse et la possibilité de voter pour elle. Est-ce qu'aujourd'hui, aux yeux des Ivoiriens, elle est présidentiable quand on sait qu'elle a été longtemps accusée d'avoir créé l'escadron de la mort? Elle a même été condamnée oui, mais elle a, la sûreté d'État. Mais surtout, elle a été accusée d'avoir créé à un moment donné l'escadron de la mort qui a fait beaucoup de victimes. Oui, elle est perçue un peu comme l'aile dure. Elle est perçue un peu comme l'aile dure du FPI et on met à son compte entre guillemets, le radicalisme de son époux qui, à un moment donné, pour certaines informations, personne n'a pu vérifier, aucun d'eux n'a encore parlé. À un moment donné, quand les deux étaient enfermés au palais présidentiel à la résidence du chef de l'État en Côte d'Ivoire, beaucoup ont dit que Babo voulait démissionner, reconnaître même pas sa défaite au niveau électoral, mais sa défaite au niveau des combats, au niveau de la guerre. Je dis, bon, on arrête, c'est pas la peine qu'on tue des Ivoiriens, bon, si c'est juste pour un poste, moi je démissionne, et que c'est Simone qui se serait imposé en disant on continue. Et beaucoup aussi disent que Simone a encadré Babo avec des pasteurs. C'est pratiquement ça qui va créer la rupture religieuse. Avec des pasteurs qui disent non, prions le Dieu des armées, ça va aller. Et lorsque, comment on appelle ça, lorsque ça catapulte, la première chose que le Babo a demandé, si vous voulez tuer moi, mais ne me mettez pas dans la même prison que Simone. Alors ça, c'était vraiment... Alors, est-ce qu'elle est, juste une précision, elle est perçue comme étant aujourd'hui une alternative crédible à Alassane Ouattara, avec tout ce que vous avez énuméré? Et surtout, est-ce qu'Alassane Ouattara va laisser Simone Babo la remplacer? Parce qu'en Afrique, on sait un peu comment ça se passe en fait. Le soutien du prédécesseur, bon, en fait, c'est une mauvaise question. Allez-y sur la première. Bon, non, ce n'est pas une mauvaise question, mais je préfère répondre à une autre. Est-ce que ces différentes formations, que ce soit le PPAC, que ce soit le projet, que ce soit le FPI même qui a fini ça en main, ou celui que Simone vient de créer, est-ce que ces formations-là ont une chance de gagner les élections en 2025? Je suis sur le terrain, la seule formation politique qui est suffisamment structurée et qui se bat depuis 2010 et qui est sur le terrain, qui a fait toutes les élections, c'est le RHDP. L'une des grosses difficultés, l'un des gros problèmes du FPI traditionnel, celui que Babo avait, c'est qu'ils sont arrivés aux élections, comment on appelle ça, au pouvoir en 2000. Ils n'ont fait qu'une seule élection. C'est-à-dire qu'en 2000, ils arrivent au pouvoir, donc ils gagnent les élections présidentielles, automatiquement on fait les législatives et les municipales qu'ils gagnent, et ils n'en ont plus jamais fait. Mais le problème aujourd'hui au niveau des RHDP, si on peut dire ça comme cela, c'est que c'est le remplacement d'Alassane Ouattara, parce qu'on a vu un tout petit peu quand il a voulu se retirer et que son dauphin est décédé, ses dauphins sont décédés, nous on a perçu cela comme ça, il a été obligé de se représenter pour un troisième mandat d'une manière ou d'une autre. Est-ce que Alassane Ouattara a un successeur au niveau de son parti? Un dauphin. Bon, je vous donne la réponse que lui-même a donnée, il dit qu'il en a une demi-douzaine. Il dit qu'il a une demi-douzaine de dauphins. Il n'a pas donné de chiffre, demi-douzaine. Donc chacun essaie de faire le calcul. Quelles sont les 6 personnes visées? On prend ceci, on prend cela, on prend ceci. Donc il n'a pas donné d'indication. La question même qui se pose vraiment aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce que les 3 grands-là vont se retirer? D'accord. Monsieur Bledson, une dernière question. Voilà, Monsieur Bledson, une question. En 2020, oui. Voilà, donc
on sait que Gbagbo et Simon ne fument plus le calumet de la paix. Mais quelles sont les raisons inavouées de cette rupture réellement? Pour moi, et c'est vraiment personnel, pour moi, elle est politique. Je ne crois pas que ça soit une affaire de sentiment parce que Gbagbo avait une deuxième femme. Simon est habitué à ça. Ça, vraiment, Simon est habitué. Toute leur vie a été faite de ça. Parce que quand Simon mettait en place le FPI, c'est-à-dire quand il a demandé aux cadres qui venaient aux réunions réfléchissaient, Laurent avait une seule exigence, s'il vient, est-ce qu'on va lui trouver femme? Et Simon était chargé chaque fois, à chaque réunion, de lui trouver une copine. Donc ça, Simon a été habitué à ça. Quand ils sont mis ensemble, Nadi Bamba, son mariage a été officiel pratiquement, les journaux ont couvert sa dot, sa grossesse, on a suivi pratiquement jusqu'à son accouchement. Mais ça n'a pas fait de problème de foyer. Je crois que c'est quand ils étaient en prison, Simone a été la première à sortir. Et quand elle est sortie, elle a mis en place son mouvement. Laurent de là-bas a vu qu'elle était en train de jouer sa carte personnelle. Je pense que c'est ça qui a été l'élément fondamental. Et de la même façon, Blé Goudé, qui était pratiquement dans la même celui que Laurent Gbagbo, avait commencé à transformer son COJEP en parti politique. Donc, il n'avait pas le choix. Quand il arrive, il a fini une toute dernière question sur la vie politique ivoirienne. On a vu, on a vu, bien entendu, Gbagbo refuser la grâce présidentielle de Ouattara. Et je veux savoir, qu'en est-il du sort de Guillaume Kibafori Soro? Bon, pour l'instant, en Côte d'Ivoire, Guillaume est considéré pratiquement comme un sujet tabou. D'abord, le pouvoir n'en veut vraiment pas. C'est-à-dire que la position de Ouattara est la suivante. Babo, Simone, on peut laisser tomber parce qu'on les a isolés de leur cercle dangereux. Et puis, ils ont un terroir électoral. Le problème de Guillaume Soro, c'est qu'il n'en a pas du tout, n'a aucun électorat. Si Guillaume Soro veut jouer les premiers rôles, il est obligé de prendre les armes. Donc, ça... Et il continue plus ou moins, les gens le surveillent. Enfin, c'est l'électron perturbateur, c'est ça, Guillaume Soro, donc on ne veut pas de lui, voilà. En fait. On ne veut pas de lui. C'est le sable, pour parler comme les Ivoiriens, c'est le sable dans la Tchétché d'Alassane Ouattara, si jamais il décide de... Voilà. Même de la Côte d'Ivoire, des discrétions, Ouattara a pu dire qu'il ne peut pas laisser Soro Guillaume en héritage à qui que ce soit. Il va avec lui. Alors, moi je voudrais savoir, la dame Simone a déclaré au cours justement de la cérémonie de lancement de son parti politique que la véritable réconciliation en Côte d'Ivoire n'a pas commencé. Elle s'est aussi exprimée sur la grâce refusée exactement par Laurent Gbagbo, la grâce à lui accordée par Alassane Ouattara. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que la réconciliation a démarré ou ça n'a pas encore démarré aux yeux de la population ivoirienne? Bon, pour la population, c'est une opinion. Bon, les Ivoiriens ne se battent pas entre eux, c'est pas très compliqué. Par contre, lorsque les gens brandissent la grâce comme n'étant pas la solution à la paix, c'est simplement parce que les personnes concernées qui veulent être candidates ne peuvent pas l'être tant que les faits pour lesquels ils ont été condamnés ne sont pas amnistiés. C'est ça le combat. C'est-à-dire que Laurent veut être candidat, il a été condamné à 20 ans. C'est seulement une amnistie qui efface cette condamnation. En l'état actuel, s'il dépose sa candidature en 2025, on refuse. Mais sur ce point, quand même, il est soutenu. Sur ce point, il est soutenu par Simone, parce que Simone a dit effectivement, a répété les mêmes arguments. Non. Simone se soutient. Simone aussi a fait l'objet de la même condamnation à 20 ans de prison. Mais elle a été amnistiée, Simone. Non, il reste encore une condamnation, justement. Ah, ok. C'est-à-dire elle aussi est dans la même situation. C'est pour ça qu'elle fait ce combat. En plus de dire qu'elle cherche l'électorat toujours de Babo. Parce qu'elle estime qu'ils ont bâti ensemble, et elle a donné beaucoup plus que Laurent, ils ont bâti ensemble l'empire FPI. Et aujourd'hui, ceux qui sont derrière Babo, c'est elle qui les a envoyés là-bas. Donc à la limite, elle est dans la position de dire, bon, en 2025, on va aux élections, Babo est éliminé, ou alors Babo même au premier tour, alors même on refuse sa candidature. Il faudrait que je sois prête à récupérer ces militants-là. Il ne faudrait pas que, s'ils refusent, on aille quelque part. Donc sa logique, c'est de dire, nous serons tous candidats en 2025, il y aura un premier tour. À l'issue du premier tour, il y aura un deuxième tour. Supposons que je sois en bonne position, alors il va falloir que j'ai un discours qui permette aux autres de me retrouver. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu... Bledson Mathieu, journaliste spécialiste de la rédaction politique à Fraternité Matin. Merci, chers confrères, d'avoir accepté de prendre la parole dans cette émission ce matin.
Merci beaucoup, un grand merci. 6 heures passées de 25 minutes. On revient dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya.